Professeur Saidi, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir essayé la chloroquine sur vos patients ici à l'hôpital de Fannes? J'ai essayé l'hydroxychloroquine pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a les résultats préliminaires du procès Didier Raoult sur un petit nombre de patients, parce que nous sommes en situation d'urgence sanitaire mondiale, parce que nous avons besoin de traiter les patients et de les guérir plus vite pour libérer des places et prendre en charge d'autres patients. Le rapport bénéfice-risque était en faveur des bénéfices. C'est pour cela que nous avons commencé à traiter nos patients avec l'hydroxychloroquine en ayant quand même la précaution de demander leur consentement préalable. Vous parlez d'hydroxychloroquine. Quelle est la différence avec la chloroquine? L'origine est la même, mais c'est deux molécules légèrement différentes. L'hydroxychloroquine est mieux tolérée et peut-être qu'on a besoin de une dose moins forte avec l'hydroxychloroquine. Alors, vous parlez de résultats encourageants, très concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avons démarré le traitement chez nos patients, nous avons constaté que la charge virale baissait beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est juste un traitement que nous donnons aux malades. Après consentement, nous sommes ici dans une situation pratique. Et plus tard, nous allons faire un traitement dans le cadre d'un projet de recherche. Professeur Saidi, bonjour. Le traitement pour pouvoir guérir son malade. Ce n'est pas de la recherche, il est dans la prescription, il est juste dans la pratique. Sur combien de patients vous l'avez essayé, la chloroquine, à l'heure actuelle? Bon, nous l'avons utilisé sur une cinquantaine de patients à l'heure actuelle. Il y en a qui sont sortis, qui ont guéri grâce à ça? Il y en a peut-être une personne qui est guérie, mais d'ici une semaine, on verra le nombre de patients qui vont sortir. Parce que là, nous sommes basés sur les résultats de l'Institut Pasteur qui nous montrent une baisse assez rapide de la charge virale. L'Organisation mondiale de la santé est assez réservée au sujet de la chloroquine aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller contre l'avis de l'OMS en vous lançant dans ces expérimentations? Moi, je ne me positionne pas par rapport à aller contre un avis ou un autre. Non, je prends mes responsabilités en tant que médecin. Je suis responsable de la prise en charge de ces malades au niveau national et je suis chercheur en même temps. Je prends toutes mes responsabilités en fonction de la manière dont je vois les choses. Ceci dit, ce médicament est à déconseiller en automédication. Ce serait très dangereux de le faire en automédication. Et en prévention, il n'est pas prouvé que cela marche. Vous lancez donc un appel aux Sénégalais, ne vous ruez pas sur la chloroquine, c'est ce que vous leur dites? Je leur dis non seulement ne vous ruez pas sur l'hydroxychloroquine, mais c'est dangereux pour eux parce que la prescription doit être médicale. Ils ne connaissent pas les contre-indications. Par exemple, l'hydroxychloroquine ne doit pas être administrée chez un enfant de moins de 6 ans, chez une femme enceinte, une femme en état de grossesse, une femme qui est allaite. Devant certaines pathologies oculaires ou cardiaques, on ne doit pas l'utiliser. La transmission est devenue communautaire. Quel regard vous portez là-dessus? Êtes-vous inquiet, professeur? Cette transmission communautaire est une bombe. Cette transmission communautaire peut nous mener vers n'importe quelle situation. On peut se lever un beau jour et avoir le nombre de cas multiplié par 10, 15, 100. Vous voyez, on vous disait dans les premières études qu'un malade contaminait 2 à 3 patients. Ensuite, d'autres ont dit 7, 8, 9 patients. Mais nous avons un patient qui a contaminé 25 autres personnes. Donc la transmission communautaire, c'est vraiment extrêmement inquiétant pour nous. Le virus, il circule au-delà des horaires de couvre-feu de 20h à 6h. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et opter pour le confinement des populations comme c'est fait dans beaucoup de pays européens? Vous avez raison, c'est ça la bonne méthode sur le plan scientifique. C'est ça qu'il faut faire. Mais comme vous le savez, il faut tenir compte d'autres aléas. Le président n'est pas allé assez loin, selon vous? Il est allé assez loin. Il est allé même plus loin. Mais il suit les recommandations qu'on lui donne. Nous, on fait des recommandations et à partir de nos recommandations, il prend les décisions. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu une recommandation unanime pour demander un confinement total, tenant compte de notre mode de vie. Les gens vivent au jour le jour. La plupart sont dans un état assez précaire, donc le confinement peut être total, peut être un peu difficile. Le fait de travailler à domicile sur Internet, le télétravail, tout ça c'est des aspects assez complexes. Donc il faut mûrir tous ces aspects avant d'aller vers le confinement total, mais c'est presque certain que tôt ou tard on ira vers ça. Avez-vous les moyens aujourd'hui de travailler, d'éradiquer ce virus? Oui, par rapport au nombre de cas, nous avons parfaitement les moyens, nous sommes à l'aise pour travailler, comme je l'ai toujours dit depuis le début. Mais si le nombre de cas explose, on n'aura plus les moyens, on ne pourra pas faire face. À partir de combien de cas ça va devenir problématique? C'est difficile de dire à partir de combien de cas, parce que chaque fois on s'adapte. Mais il vaut mieux ne pas attendre tous ces milliers de cas en Europe. On serait dans des difficultés plus énormes encore que ces difficultés constatées dans ce pays. Donc la prévention doit être le combat qu'il faut mener en priorité.